C'est ça les trois choix. Tu as toujours trois choix. Quand tu achètes une maison, que ta famille habite, tu la classes là, là ou là. C'est un bien à usage personnel, parce que tu l'as acquis pour consommation personnelle. Au même titre que ton ordinateur, au même titre que ton auto, au même titre que tes placements. Acheter une maison pour l'habiter avec ta famille, c'est pas acquis pour gagner du revenu. Donc, c'est pas une immobilisation commerciale, c'est pas non plus un bien de collection. Et normalement, donc, on disait la semaine passée, les biens à usage personnel, normalement, on peut s'attendre 99% du temps que lorsqu'on les revendra, on les revendra à perte. C'est normal, vous les avez consommés. Par définition, si tu consommes un bien et tu le vends après, c'est supposé de le vendre moins cher que tu l'as acheté. L'exception est peut-être là, une résidence. Il semble que c'est de l'immobilier, veut pas, quand tu l'acquiers et que tu le consommes, il ne perd pas de valeur, l'immobilier, puis il semble même que ce temps-ci, ou depuis plusieurs années, ils prennent de la valeur. Donc, vendre ta résidence principale, il y a des très bonnes chances que tu la revendes plus cher que tu l'as acheté. La règle générale voudrait que tu t'imposes sur le gain capital. Il y a une exception, effectivement. Donc, tout le sujet porte sur l'exemption pour gain capital qui existe sur les résidences principales. Le législateur veut que les familles qui vendent leur résidence principale ne s'imposent pas sur le gain capital. La résidence principale, on va définir c'est quoi, mais c'est celle que la famille habite. D'accord? Donc, il faut être un logement dont on est propriétaire. Vous voyez les conditions. Normalement habité au cours de l'année par le contribuable, son conjoint ou par un enfant. Qu'est-ce que ça veut dire normalement habité? On a posé la question à l'agence, la question a été posée à l'Agence du revenu du Canada parce que vous savez, on peut avoir deux résidences. Et là, il va falloir faire des choix. On va parler de ce sujet-là aujourd'hui. Si j'ai une résidence, par exemple, en ville où la famille habite, puis qu'on a un chalet de ski, puis on va là la fin de semaine faire du ski, puis je suis propriétaire des deux résidences, les deux vont faire, lorsque je vais les vendre, je vais faire du gain en capital aux deux endroits. Je ne pourrais pas m'exenter aux deux endroits. Il va falloir que je choisisse face au gouvernement lesquels je déclare comme étant ma résidence principale. Donc, pensez-vous qu'un chalet, la question, c'est, on pourrait se poser la question en lisant ces conditions-là. Ici, un chalet de ski, admettons que c'est lui qui fait le plus de gain capital. Est-ce que je ne pourrais pas dire que c'est lui ma résidence principale, ce qui m'accommoderait au niveau fiscal pour m'exenter sur son gain, le chalet? Oui, je peux, parce que normalement habité, là, l'ARC a répondu de façon très... je ne vais pas qualifier ça, là, mais l'ARC a dit il suffit que tu habites quelques jours dans l'année une résidence pour qu'elle soit considérée comme normalement habitée. Donc, effectivement, un chalet où tu irais très peu, quelques fins de semaine dans l'hiver, toi, ou ta femme, ou tes enfants, ou tout le monde, bref, là. Mais dès que c'est un peu habité dans l'année, ça suffit, tu pourrais choisir ton chalet comme étant ta résidence principale. Aux fins fiscales, on s'entend, on parle juste d'exenter le gain. On verra là tous les choix, toutes les conséquences que cela amène. Vous allez voir qu'il faut faire un choix. Pour les gens qui ont plusieurs résidences, là, je viens de le dire, on ne peut pas désigner 2 et 3 résidences comme résidence principale, il va falloir choisir, puis on va voir la stratégie. Puis évidemment, la résidence principale, c'est ta maison, puis c'est le terrain. Donc, quand tu vends ta résidence, tu vends aussi un terrain. Le terrain, donc, si tu vends ta maison qui est habitée par la famille, en dessous, tu vas vendre le terrain aussi. C'est tout ça, la résidence principale. C'est la valeur de la maison, le gain sur la maison et le gain sur le terrain. Le terrain, il pourrait être immense, 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 immense. Il y en a qui ont des tellement grands terrains. Puis imaginez, là, j'ai une toute petite maison en bois, là, toute dépeinturée, là, que ça branle au vent. Là. C'est le genre de maison qui vaut à peu près rien. Là. Quelqu'un l'achète, ça vaut 1000$, il va la mettre à terre. Ce qu'il veut, c'est le terrain. Imaginez que vous avez une maison qui vaut à peu près rien sur un terrain qui vaut 1 million. Vous vendez tout ça, puis vous faites un immense gain capital. Est-ce que tout va être exempté sous prétexte que c'est votre résidence principale, quand en bout de ligne, il n'y a presque plus de valeur sur la maison, puis toute la valeur est attribuable au terrain? La question se pose. L'ARC a statué, ou c'est peut-être dans la loi, je ne sais pas, là. Ils ont mis une règle de 1 demi-hectare. Ils ont dit, tant que je ne sais pas c'est quoi un demi-hectare, mais je pense que c'est très grand, là. Ceux qui connaissent 1 hectare, là, c'est immense. Fait qu'un demi-hectare aussi, c'est immense aussi. Tant que ton terrain est de grandeur 1 demi-hectare ou moins, pas de problème. On ne pose pas de questions et on accepte que le gain soit assimilé à ton gain sur résidence principale. Si tu as un terrain qui dépasse 1 demi-hectare, là, il va falloir que tu justifies. Il va falloir que tu expliques que c'est vraiment nécessaire d'avoir un immense terrain comme ça pour accéder à ta maison. Comme par exemple, si tu dis, ouais, mais regardez, la route, elle passe ici, moi. Fait que j'ai pas le choix, là. Ma maison est dans le fond du champ. Fait que ça me prend un immense terrain avec un driveway ici, là, pour me rendre à ma maison.
Donc, moi, j'ai un terrain d'1 hectare, puis je n'ai pas le choix pour accéder à la route. Ce serait un argument pour qualifier tout le terrain au complet dans la résidence principale. S'il y a une autre route qui passe ici, par exemple, c'est pas justifiable d'avoir un immense terrain. Donc, probablement que là, on accepterait un demi-hectare, mais qu'on n'accepterait pas le gain sur une autre parcelle du terrain qu'on jugerait trop excédant le demi-hectare. Bon, ça, c'est les règles sur, le terrain. Donc, vous avez ici le calcul de l'exemption, plutôt le calcul du gain capital. En vert, il faut calculer le gain capital de façon normale, et en orange, vous avez l'exemption sur la résidence principale. Donc, le gain moins l'exemption, ça va vous donner, on souhaite, 0. Juste avant d'aller voir comment se fait le calcul, j'aurais dû vous le dire à titre d'introduction. Comment marche, c'est quoi l'objectif du législateur derrière cette mesure-là? Je vous donne des pistes de réflexion. Imaginez que je vends un château, là. C'est ça, là, cette exemption-là, d'après vous, est-ce qu'elle a une limite? C'est une chose d'acheter une maison 200 000 puis de la revendre 250 000. C'est un beau petit gain de 50 000. C'est une chose. Mais ceux qui achètent des châteaux là, à 8 millions puis qui revendent 12 millions, on exempte-tu de la même façon un petit propriétaire qui fait 50 000 de gains versus un immense château où un très riche ferait 4 millions de gains? Est-ce que dans les deux cas, on va dire c'est ta résidence principale, tu peux t'exempter au complet? La réponse, c'est oui. Il n'y a pas de limite à la valeur des résidences. Il n'y a aucune limite. Ça va être totalement exempté dans les deux cas. Deuxième piste de réflexion. Quelqu'un fait un gain capital, je ne sais pas c'est quoi la moyenne là, des familles, mais admettons que les familles en moyenne changent de maison dans une vie 3 fois, disons, ou 4 fois. Fait qu'on a une petite famille moyenne qui, 4 fois dans sa vie, a vendu sa maison, puis a déménagé, puis a acheté une autre maison. On fait ça 4 fois, puis les 4 fois, ils ont fait du gain. Je vous annonce que les 4 fois, ils vont être exemptés. Si quelqu'un déménage, pas 4 fois, mais 14 fois dans sa vie, 14 fois, à chaque fois, il achète une maison, il vend, il fait un gain. Il achète une maison, il vend, il fait un gain. Il fait ça 14 fois. Est-ce que les 14 fois, on va lui donner l'exemption? La réponse est oui. Donc, vous me voyez venir. Pas de limite sur la valeur du gain, puis pas de limite sur le nombre de fois que tu veux prendre ton exemption. Tant que tu vends ta résidence principale, tu es admissible. Oui. Pourquoi? Mais moi, je parle de la situation où tu as toujours une seule maison à la fois. Donc, tu as une maison, tu vends, tu en achètes une autre, tu vends. Tu peux faire ça 14 fois que tu vas toujours être exempté. Si tu en venais à avoir 2 maisons en même temps, là, c'est différent. Mais moi, je parle de l'exemple de quelqu'un qui a toujours une seule maison à la fois. J'en ai une, je la vends, j'en rachète une autre, je la vends. Donc, chronologiquement, je ne suis jamais propriétaire de 2 maisons à la fois. Même si c'est dans la même année. OK. Le calcul du gain, vous savez comment faire un gain capital, on l'a vu la semaine passée, et le calcul de l'exemption, vous l'avez ici. La formule A fois B sur C. Je vous le lis très rapidement, mais ça va prendre des exemples pour vous illustrer ça. Donc, l'exemption, c'est une fraction de ton gain, la fraction B sur C. La plupart du temps, elle va donner 100% cette fraction-là, puisqu'on va exempter tout le gain. C, le nombre d'années où tu as été propriétaire de ta maison, au dénominateur, et au numérateur, le nombre d'années où tu désignes cette maison-là comme étant ta résidence principale. Donc, si tu es propriétaire pendant 10 ans, et que pour les 10 années, tu dis c'est elle ma résidence principale, mais tu auras un dénominateur et un numérateur qui sont égaux. Donc, une pleine exemption. Puis, il y a un petit 1 ici, 1 plus, il y a une année gratuite au numérateur. Inutile d'en dire plus, je vous le montre avec un exemple. OK? Exemple 1, vous avez une seule résidence, d'accord? J'appelle ça le chalet, mais ce n'est pas votre chalet, là, vous en avez juste une résidence, OK? Donc, si vous avez un chalet, appelons pas ça un chalet, une maison de campagne, là, juste pour ne pas mêler les choses, c'est vraiment une seule, c'est pas votre résidence secondaire, c'est votre seule résidence, je le répète. Vous l'avez payé 10 000, vous la vendez 43 000. Donc, si on regarde votre rapport d'impôt pour l'année, admettons que ça se fait en 2000, cette transaction-là,
ça n'a pas été mis à jour depuis longtemps, là, mais imaginez que la transaction se fait en 2000. Ben, vous avez un calcul de gain capital que vous reconnaissez. 43 moins 10, 33. Puisque ce gain-là est sur votre résidence principale, vous pouvez prendre une exemption. La formule qu'on a vue tout à l'heure. Je vais vous l'expliquer. Donc, la formule pour premièrement, juste avant de faire le calcul de la formule d'exemption, est-ce que vous attendez à quoi vous attendez comme résultat, compte tenu de ce que je vous ai dit à titre introductif, quand quelqu'un a une seule maison, une maison de campagne, puis qui fait un gain de 33 000 en la revendant? Il faut s'attendre à quoi? Est-ce que le gain soit exempté en partie ou en totalité? En totalité. Si j'ai une seule résidence, il n'y a aucune raison qu'il me manque de l'exemption. J'ai donné des exemples tout à l'heure. Peu importe la fréquence, peu importe l'ampleur du montant, tu seras toujours totalement exempté. Ayez jamais peur de dire ça à quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un dit « Hey, tu fais des études en comptabilité, toi, je vais vendre ma maison cette année, je pense que je vais faire un gros gain, ça va me coûter de l'impôt? » La seule question, c'est si tu en as juste une maison, tu n'en paieras pas d'impôt. C'est garanti. Il n'y a pas d'exception. Allons voir la mécanique. La mécanique, c'est on prend le gain de 33 000 et on va appliquer une exemption en fonction d'une fraction ici. Au dénominateur, tu vas mettre le nombre d'années où tu as été propriétaire de cette maison-là de campagne. Donc, comptez sur vos doigts. C'est combien d'années, ça, si j'achète en 90 puis je vends en 2000? Si vous comptez et 90 et 2000, ça fait 11 ans de détention. Parce qu'il faut compter et l'année d'acquisition et l'année de disposition. Donc, ça fait 11 ans de détention. Dénominateur 11. Au numérateur, tout le monde a une année gratuite. 1 plus. 1 plus un chiffre qu'on va mettre ici. Un plus le nombre d'années où tu désignes cette maison de campagne-là comme étant ta résidence principale. Donc là, prépare-toi, je vais te poser une question. Et cette question-là, je vais te la poser 11 fois. Fait que prépare-toi tout de suite, là, 11 fois, je vais te poser la même question. OK? Es-tu prêt? Pour l'année 1990, dis-moi quelle résidence était ta résidence principale. C'est ça qu'il faut que tu déclares dans ton rapport d'impôt. Il faut que tu répondes à cette question-là. Pour l'année 90, laquelle de tes résidences, c'est ça la question sur le formulaire, désignes-tu comme étant ta résidence principale? Tu vas me répondre quoi pour l'année 90? Tu en avais juste une, tu avais la maison de campagne. Tu vas répondre si c'était la maison de campagne. Parfait, c'est noté. 91. En 91, quelle maison désignes-tu comme ta résidence principale? Tu en avais juste une, tu vas me dire la maison de campagne. Parfait. 92. Est-ce que vous voulez que je vous dise ça 11 fois ou vous comprenez que 11 fois, je vais toujours répondre, ben c'est la maison de campagne, ma résidence principale, j'en avais juste une. Fait que c'est à chaque année de détention, on demande au contribuable laquelle veut-il déclarer comme étant résidence principale. Et quand on a juste une, la réponse va de soi. Donc, pour les 11 années de 90 à 2000, pour les 11 années, je vais désigner cette maison-là comme étant ma résidence principale. Donc, il est là l'élément clé. La désignation ici, plus elle est élevée, plus on est exempté. Puis évidemment, avec 11 années de désignation, on a une pleine exemption. 11 sur 11 de 33 000. Vous allez me dire, je reparlerai du plus 1 après, là, mais 11 sur 11 du 33 000, ça vous fait une pleine exemption. Et en finalité, vous allez vous imposer sur 0. Donc 33 000 de gain moins 33 000 d'exemption. Même si on ne peut pas avoir plus d'exemption que de gain. On ne peut pas dire je suis exempté 12 onzièmes, là, donc au mieux, tu t'exemptes au complet. Le numérateur, quand il est plus gros, ça n'amène rien de mieux. C'est juste, ça c'est l'équivalent d'une pleine exemption. Vous me donnez une petite minute, je vais aller faire mon appel. Ça ne sera pas long.
OK, alors je m'excuse encore. Deuxième situation maintenant. On a deux résidences maintenant, d'accord? C'est là que l'analyse va être plus intéressante sur laquelle de nos deux résidences on aurait avantage à déclarer comme étant notre résidence principale. Regardez un peu les chiffres. Donc, si maintenant je suis propriétaire à la fois d'un cottage en ville, vous voyez les données, et à la fois d'un chalet. Puis vous voyez qu'à la vente, les deux immeubles vont générer du gain, ce qui est très réaliste. Là, il va falloir que vous fassiez un choix. Il va falloir que vous vous disiez, quand je vais vendre mon chalet, si je veux exempter mon gain capital, il va falloir que je dise que c'est le chalet ma résidence principale dans les années de désignation. Sinon, c'est le cottage. Auriez-vous un feeling sur lesquels on aurait avantage à désigner comme résidence principale? OK, allons-y comme ça. On le dit à tâtons pour commencer. Donc, K1, admettons que vous dites que le cottage est votre résidence principale. D'accord? Donc, on va commencer par le calcul du cottage qui est ici. Donc, vous reconnaissez les chiffres. On déclare une transaction, une vente à 156 000 avec un coût de 100, gain de 56 000. Le gain, on va l'exempter en fonction d'une formule. La formule, elle dit, comme tout à l'heure, au numérateur, combien d'années as-tu été propriétaire du cottage? Ben, comptez avec moi. Si j'ai acheté en 72, j'ai vendu en 99, ça fait 28 ans de détention. Dans le fond, il faut que vous fassiez 99 moins 72, mais si vous faites ça, il va vous manquer une année parce que vous ne tenez pas compte du premier. Comptez sur vos doigts si vous êtes plus sûr. Là. Fait que 72, 73, 74, nanana, jusqu'à 1999, ça fait 28 ans de détention. Au numérateur, 1 plus, je vais te poser une question 28 fois. La même question, 28 fois. Es-tu prêt? Réponds-moi. En 72, je vais te poser la question 28 fois pour chacune des années de 72 à 99. En 1972, laquelle de tes résidences désignes-tu comme étant ta résidence principale? Tu vas me dire cottage, tu n'avais pas d'autre. Tu n'avais pas le chalet encore. C'est ce que tu me dis. Vous m'avez dit que c'est ça qu'il fallait faire comme choix. 73, c'était laquelle ta résidence principale? Les 28 fois, vous allez me dire cottage. Jusqu'à la dernière fois que je vous pose la question, j'en saute. En 1999, pour la 28e fois, je vous pose la même question. En 99, c'était laquelle ta résidence principale? Vous me dites cottage. Parfait. On désigne le cottage 28 ans. C'est exactement ce qu'il faut faire si on ne veut pas de gain sur le cottage. Fait qu'on a une pleine exemption, puis on n'a aucun gain sur le cottage. Venez voir ce qui va se passer sur le chalet, par exemple. Transposez-vous sur la transaction sur le chalet maintenant. Le chalet, je le vends et je fais 33 000 de gains. Sur le chalet aussi, j'ai une exemption. Au dénominateur, combien d'années avez-vous été propriétaire du chalet? On l'a dit tout à l'heure, hein? Ça n'a pas changé cette histoire-là. Mon chalet, je l'ai acheté en 90, je l'ai vendu en 2000. 11 ans de détention. Au numérateur, 1 plus. 1 plus. Je vais te poser une question 11 fois. Es-tu prête? Êtes-vous prêt? 11 fois, je vous pose la même question. Pour chacune des années entre 90 et 2000, je vous pose la question suivante. En 90, c'était laquelle ta résidence principale? Je vous écoute. Ça fait longtemps. J'arrête pas de poser la même question. Je ne peux pas vous figer. Ça fait 10 minutes que je vous pose la même question. En 90, c'était laquelle votre résidence principale? Vous m'avez déjà répondu. Vous m'avez dit cottage tantôt. Vous ne pouvez plus me dire chalet. L'année 90, vous avez statué que pour vous arranger dans votre calcul tantôt, pour vous accommoder dans votre calcul tantôt, vous m'avez dit que 90, c'était le cottage. Fait que vous ne pouvez pas me dire chalet. 91, même chose. 92, même chose. 93, même chose. 99, la dernière fois que je t'ai posé une question tantôt, je te la repose. En 99, c'est laquelle ta résidence principale? Tu m'as dit cottage. Tu ne peux pas me dire chalet. C'est une résidence principale par année. Fait que ça ne montera pas vite, la petite case qu'il y a là. Je te la pose une dernière fois pour l'année 2000. Parce que le chalet, on le vend en 2000. En 2000, c'est laquelle ta résidence principale? Là, tu vas me dire chalet.
Parce que 2000, tu n'as pas désigné le cottage, tu as fini ta désignation de ton cottage en 1999. Fait qu'en 2000, tu peux me dire chalet. Une année de détention. Ça fait quoi comme numérateur? Ça fait 2. Ça fait une exemption de 2/11e. C'est pas beaucoup, 2/11e d'exemption. C'est 6 000. Et tu vas t'imposer sur 27 000 de gains sur ton chalet. Donc, vous voyez que le chalet subit les contre-coups du fait qu'il ne peut plus être désigné comme résidence principale pour plusieurs années suite à votre choix sur le cottage. Ça, c'est une réalité qu'il faut savoir, puis il faut planifier avec les gens la bonne désignation de la bonne résidence. Dans cet exemple-là, voyez-vous quelque chose qui pourrait être amélioré? À l'œil. Si vous représentez un client et vous l'imposez 27 000 de gain capital sur le chalet, là, vous ne faites pas votre job. À l'œil, il y a quelque chose qu'on pourrait améliorer. C'est quoi? Ici, là, est-ce que c'était nécessaire d'avoir 28 dans cette case-là? Rappelez-vous que chaque chiffre que vous mettez dans cette case-là, il vous le manque dans la case de l'autre côté. C'était-tu nécessaire d'en mettre 28 ou 27 aurait suffi? Il y a une année gratuite au numérateur, vous n'avez pas profité. Ça ne donne rien d'avoir un numérateur de 29. Ça ne donne rien. 28 aurait suffi au total tout au numérateur. Donc, on va juste peaufiner ce problème-là. Je ne le refais pas au complet. Ou, dans le fond, ici, vous allez mettre plutôt 27 ans de désignation. Donc, si on descend au cas 2, on va juste améliorer le scénario un petit peu pour éviter de gaspiller une année. Donc, ici, sur 28 ans de propriété, on va en désigner 1 plus 27. Ça suffit, 1 plus 27. Et vous allez toujours avoir votre exemption complète. Donc, les 27 années de désignation sur le cottage, c'est probablement, vous avez l'année 72 à l'année 98. Inutile de prendre l'année 99 pour rien. Arrêtez votre désignation à 98. Qu'est-ce que ça change sur les opérations, sur le gain capital sur le chalet? Ça change un peu, bien sûr. Donc, si on refait le calcul sur le chalet, 11 ans de détention, 1 plus, ici, 1 plus, je vous pose la question 11 fois, mais là, on va aller rapidement. 90, c'était laquelle ta résidence principale? Cottage. 91, cottage. 98, c'était laquelle ta résidence principale? Cottage. 98, c'est la dernière année que vous avez désignée. 99, vous avez pu désigner le cottage, vous l'avez laissé libre. Donc, mais 99, vous pouvez dire chalet, et 2000, vous pouvez dire chalet. Fait que vous allez gagner une année de désignation. C'est pas la mer à boire, mais c'est un peu mieux. Vous allez ici gagner une année de désignation et exempter 3/11e. Donc, vous allez finir avec un gain de 24 au lieu d'un gain de 27. Qu'est-ce qu'on pourrait changer? Est-ce que c'est vraiment optimal de s'exempter au complet sur la transaction sur le cottage et assumer le gain sur le chalet? Qu'est-ce qu'on pourrait essayer? On pourrait essayer l'inverse. Essayons l'inverse. Exemptons le chalet au maximum et assumons le gain sur le cottage. Dernier scénario. Vous voyez qu'on y va à tâtons, là. Je vais vous donner une règle à la conclusion de tout ça. Donc, si on y va avec un scénario, une planification différente, on veut exempter au complet le chalet. Ça me prend quel chiffre dans la case orange en ce moment? Combien d'années de désignation ça me prend? 10. Donc, vous allez désigner le chalet comme votre résidence principale pour l'année 80. Par exemple, 91 à 2000. Donc, je vais vous poser la question 11 fois. D'accord? 1990. Laquelle est votre résidence principale? Dites cottage. Vous n'avez pas besoin de 11 ans de désignation, on en veut 10. Fait qu'on va dire chalet 10 fois, mais pas 11 fois. Fait que la première année, dites-moi que vous ne désignez pas le chalet. Fait en 91, c'est laquelle votre résidence principale? Là, vous me dites chalet. 92, chalet. 2000, vous me dites chalet. Vous dites le chalet 10 fois. Vous avez une pleine exemption et vous n'avez aucun gain sur le chalet. Quelles sont les conséquences sur le cottage lors de la vente? 28 ans de désignation, 1 plus
Je vais te poser 28 fois la même question. Tu es prêt? En 1972, c'était laquelle ta résidence principale? Dis-moi pas chalet, tu l'avais pas. Cottage. En 1973, cottage. En 1974, cottage. On va passer une couple d'années. En 1989, c'était laquelle votre résidence principale? Cottage. En 1990, cottage. En 1991, là, vous avez dit chalet. Vous ne pouvez plus changer d'idée. Donc, de 91 à 2000, vous avez dit chalet. Donc, on va désigner le cottage pour les autres années avant, 72 à 90. Ça fait quoi, ça? Si je ne me trompe pas, là, j'ai-tu les bonnes années quand je dis ça? Oui, c'est ça. 72 à 90, ici. Donc, on va désigner le cottage pour 19 ans. Donc, ça fait une exemption de 20 28e. Il va y avoir 16 000 de gains à la sortie. Conclusion, qu'est-ce qui est le mieux? Scénario 1, je mets les chiffres en rose. Scénario 2 ou scénario 3? Scénario 3. Pour cette famille-là, il était préférable d'exenter au complet le chalet et d'assumer le gain sur le cottage. Bien ça, il faut le savoir. Vous devez le savoir. Quand on va faire une étude de cas dans une couple de semaines, dites pas à votre client, monsieur, quelle maison voulez-vous désigner comme résidence principale? Il n'y a aucune idée de quoi tu parles. Il va falloir que tu tapes toute cette analyse-là pour trouver qu'est-ce qui est le plus avantageux pour lui. Là, ça va bien, il y a juste 2 maisons. Tu fais 1-2, puis 2-1 après, puis tu compares. C'est l'ordre. C'est dans quel ordre tu fais chalet-cottage ou cottage-chalet? Imaginez dans l'étude de cas, là, dans 2 semaines, que j'ai 4 maisons. Eh oui, ça arrive. Maison en ville, un chalet de pêche, un chalet pour se l'été, puis un camp de chasse. 4 maisons. Tu vas faire quoi comme analyse? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4, 3. 2, 3, 1, 4. 2, 4, 1, 4. 2, 4, 1, 3. 3, 2, 1. Ça ne finira plus. Tu ne peux pas y aller à tâtons comme ça tout le temps, là. Si j'augmente le nombre de résidences, là, à un moment donné, tu n'arriveras pas à faire ces analyses-là avec tous les scénarios possibles. Donc, dans un cas comme ça, peu importe le nombre de maisons, il aurait fallu que vous trouviez d'avance que c'était le cas 3 qui était optimal. C'est pas vrai que tu vas taper toutes les possibilités. Comment on aurait pu, puis on arrive au nerf de la guerre, à l'examen, tu ne peux pas te taper toutes les... Tu n'as pas le temps de faire ça, là, à l'examen, tous les scénarios possibles. Comment à l'examen, tu aurais pu savoir que c'est le cas 3 qui donnait le gain capital le plus bas pour cette famille-là? Vous allez l'écrire dans le petit carré qui est ici. Vous m'avez dit tout à l'heure, on va commencer par le cottage, parce que le cottage a le gain en capital plus bas. C'est ça que vous m'avez dit, hein? Ou plus haut plutôt, là. Plus haut. Pourtant, c'était une erreur. Fait que ce qui est le plus important, c'est le gain en capital par année de détention. Donc, il est là l'élément clé de l'analyse. Il faut trouver le gain en capital par année de détention. Plus il est élevé, plus tu as avantage à exempter la résidence. Donc, gain capital par année de détention, le plus élevé doit être exempté en premier. On revient sur nos pas. Imaginez qu'on connaît cette règle-là, qu'on connaît ce petit truc-là au tout départ, en bleu. Avant même de commencer vos calculs, allez calculer cet indice-là. Moi, j'appelle ça un indice. Trouvez le gain capital par année de détention pour chacune de vos 2 résidences et ça va vous en dire long sur laquelle prioriser dans les exemptions. Si vous faites ce calcul-là pour le chalet, j'ai combien de gain capital sur mon chalet? 33 000. Et je l'ai détenu pendant combien d'années? 11 ans. Ça fait un indice de... Merci. 3 000 $ de gain par année de propriété. Si je fais le même calcul sur le cottage, j'ai 56 000 de gain pour combien d'années de détention? 28. Ça fait 2 000. Donc ici, j'avais un indice
3 000 est plus haut que 2 000. Ici, j'avais un indice que c'était plus payant d'exenter le chalet que d'exenter le cottage. C'est purement mathématique. Ce que ça dit, autrement dit d'une autre façon, chaque année de désignation que tu places sur le chalet te fait sauver combien de gains? 3 000. La même année de désignation, si tu la déplaces plutôt sur le cottage, ça t'en fait sauver 2 000. Fait qu'une année de désignation, c'est plus payant sur le chalet que cette même année de désignation peut être payant sur le cottage. C'est de la mathématique, mais à tâtons, on a fait la démonstration que ça fonctionnait. Oui? Je sais que ça peut être spécial, mais est-ce qu'on peut réviser nos années de désignation? Parce qu'on n'est pas devant une c'est pas ça. Je penserais pas. Je penserais pas. Si tu as. Ben, honnêtement, je pense pas. Mais j'ai pas la certitude de, là. Mais si tu t'es avancé, tu as pris tu t'es exempté sur sur le gain sur une de tes résidences, puis après ça fait plus ton affaire, je pense pas que tu puisses de faire ça, là. Parce que tu as comme profité de l'allègement relié à cette exemption-là. Ah, c'est sûr que c'est un monde d'hypothèses. Les gens, ils vendent pas leurs deux maisons en même temps. Fait que c'est une tonne d'hypothèses. Tu sais, par exemple, si vous vous positionnez dans l'année 99, là, ici, quand on vend le cottage, c'est tentant de s'exenter sur le cottage. Parce que le chalet en 99, on le vend pas. Ben moi, si j'étais avec cette famille-là, puis ça arrive, hein, qui me disait, hey, j'ai vendu mon cottage cette année, je fais 56 000 de gains dessus. Est-ce que je devrais m'exenter? Je poserais la question, as-tu une autre maison? Ben oui, j'ai un chalet. Tu as payé combien ton chalet? Ben à l'époque, 10 000. Bon, penses-tu leur vendre ton chalet prochainement? Je ne sais pas ce qu'ils vont me répondre, mais oui, je pense leur vendre peut-être en 2001, 2000, 2002, ça devrait venir. Ah, OK. Puis combien tu penses le vendre? Je n'ai pas un chiffre archi précis. Là. Ben, je sais pas, les gens autour de moi, ils l'ont vendu 2 fois l'évaluation municipale. Puis tu regardes, puis ça vaut à peu près 45 000. 2 fois l'évaluation municipale, ça donne à peu près 45 000. Fait que si j'ai cet ordre de grandeur-là, que le chalet devrait être vendu bientôt, à peu près 45 000, je peux faire un scénario. Je peux faire une analyse. Ça n'a pas besoin d'arriver à pièce près. C'est un ordre de grandeur qu'on cherche. Puis je vois très bien que le chalet, ça va être plus profitable de l'exenter que le cottage. Mais écoutez-moi bien ce que je vais dire au client, là, ça prend des couilles. Je vais dire au client, je te conseille en 99 de payer ton plein impôt sur ton cottage, même si tu pourrais t'exenter. Et garde tes années de désignation pour tantôt quand tu vas vendre ton chalet. Là, c'est à lui de décider. Il y en a qui ont trop la trousse, puis ah non, je suis pas game, puis je prends mon exemption tout de suite sur mon cottage. Tant pis, tu assumeras le gain sur le chalet, puis il risque d'être plus haut. Puis ceux qui me font, si tu me fais confiance, peut-être que tu vas accepter d'assumer le gain maintenant sur le cottage pour te prévoir des années de désignation plus payantes tantôt quand tu vendras le chalet. Mais bien sûr, c'est un monde d'hypothèses, c'est un monde d'estimation, mais en bout de ligne, on ne cherche pas une précision, on cherche un ordre de grandeur quand on fait cette analyse-là. Ça répond à ta question? Oui. D'autres questions sur l'exemption de résidence principale? Oui, monsieur. Ben justement, si dans une maison, on l'habite, en partie une maison, imaginez un triplex, trois logements, vous en habitez, vous êtes propriétaire du triplex, vous habitez un logement, vous en louez 2. Quand vous allez vendre le triplex, il va être il va être admissible 1/3 comme résidence principale. Ce qui veut dire que si vous vendez le triplex 300 000, vous faites comme 2 transactions. Une vente sur la partie locative, où le gain ne sera pas exemptable, si vous me permettez l'expression, puis 1/3 de la transaction, 1/3 du produit de disposition, 1/3 du PBR. Vous fractionnez la transaction d'1/3 pour trouver la portion de gain que oui, vous pouvez exempter parce que vous avez habité 1/3 de l'immeuble. Donc, il faut séparer, il faut faire comme 2 ventes fictives. Comme si on vendait la partie locative, 2/3 des valeurs, comme si on vendait la partie habitée, 1/3 des valeurs, et celle dernière, on peut l'exenter. Pas la partie locative, bien sûr. On ne peut pas exempter un gain sur un immeuble locatif. On a la réponse à cette question-là un petit peu plus loin dans le sujet. Autre chose? OK, thème suivant, beaucoup plus léger, les biens identiques. Les biens identiques, c'est une règle qui demande comment on va déterminer le PBR, le coût, quand on vend des biens et qu'on en a plusieurs biens qui sont tout à fait identiques et qui ont des PBR différents.
Le meilleur exemple, puis j'en vois pas d'autres, je pense, là, c'est un portefeuille d'actions. Y a-tu des biens identiques, c'est des biens que tu ne peux pas différencier l'un de l'autre. Donc, le meilleur exemple, puis le seul qui me vient en tête pour illustrer ça, c'est un portefeuille d'actions. Imaginez que vous avez 600 actions de, je ne sais pas quelle compagnie boursière, là, peu importe, là, on pourrait regarder. Vous avez 600 actions de Apple, disons. Une trentaine de pièces, ça se transige ou je suis dans le champ? 130, c'était avant le fractionnement ou après le fractionnement? Après. 120, tu dis? OK, bon. Admettons que vous avez 600 actions d'Apple. OK? Vous avez acheté ça dans le temps là, à 3 reprises. Vous avez acheté un bloc de 200 actions, 100 pièces l'action. Donc 200 actions qui ont coûté 100. Un peu plus tard, vous en avez acheté 200 autres encore, ça a coûté 110. Puis après, vous en avez acheté encore 200 autres à 125 l'action. Vous avez comme des actions d'Apple, mais qui ont 3 coûts différents. Vous en avez 600. Cette année, en 2014, vous en vendez 500. Donc, il faut faire un calcul de gain capital. Produit de disposition, 500 actions d'Apple fois le prix au marché. PBR. C'est quoi le PBR des 500 actions que tu viens de vendre? Quand tu en as 600 qui ont des coûts, des fois de 100, des fois de 110, puis des fois de 125. Tu en as 600 qui ont des coûts différents, puis tu en vends 500 aujourd'hui. Lesquels? Il faut que tu dises c'est lesquels, parce qu'ils n'ont pas le même PBR. Exact. Donc, il y en a qui disent, est-ce qu'on fait premier entrée, premier sortie comme le yogourt dans le réfrigérateur? Est-ce que ça va être les plus vieilles qu'on va prétendre vendre en premier? Non. C'est pas ça. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce que l'investisseur aurait le choix de dire ça va être elle puis ça sera pas elle? Non. Il faut faire une moyenne. Donc, quand les biens sont identiques et qu'ils ont des PBR différents, on vous demande finalement de faire une grosse moyenne de tous les PBR pour faire en sorte que toutes les actions aient le même PBR identique. Regardez l'exemple ici. Je fais 3 achats. 3 achats à 10 piastres, 12 piastres, 20 piastres l'action. Donc, vous voyez que je me construis un portefeuille d'actions avec des coûts un peu différents. Donc, regardez un petit peu. Puis là, la vente, je vais en parler à l'étape numéro 4. Je vais vous reparler de la vente, mais pas tout de suite. Donc, en 90, j'achète 300 actions à 10 piastres l'action. Fait que ça me coûte 3000. On rajoute les frais de courtage, ça fait 3300. Donc, 3300 pour 300 actions. Ça, c'est mon premier achat. Numéro 2, un an plus tard, j'achète 200 actions à 12 piastres l'action. Donc, 200 actions à 12 piastres, ça fait 2400. On rajoute 300 piastres de frais de courtage. J'ai acheté 2700 actions. Pour 2700 $, pardon, je suis rendu avec 200 actions. Là, vous arrêtez. Vous avez en ce moment vous avez fait l'achat de deux blocs d'actions tout à fait identiques avec des coûts différents. Donc là, après le deuxième achat, il faut faire une moyenne. Il faut faire une moyenne de tout ce que vous avez. Donc, après vos 2 premiers achats, vous avez maintenant 500 actions dans les mains qui, au total, vous ont coûté 6 000. Donc, faites un ratio. Ça vous fait un ratio une moyenne de 12 piastres de coût par action. On continue. Un an plus tard, vous achetez encore des actions. Cette fois-ci, vous en achetez 150 actions à 20 piastres. Toujours plus les frais de courtage, ça vous coûte 3 350. On arrête. On fait une moyenne. Après 3 achats, vous êtes propriétaire de 650 actions pour un coût total de 9 350, pour un coût moyen de 14,38. Après 3 achats, vous avez un coût moyen de 14,38. Là, l'investisseur me dit hey, je ne comprends pas, il n'y a aucune action que j'ai achetée 14,38. J'ai acheté à 10, à 12 puis à 20. Mais j'ai jamais acheté à 14,38. Oui, aux fins fiscales, là, on s'en fout du 10, du 12 puis du 20. Ces chiffres-là ici, là, on s'en contrefout et on fait semblant que tes 650 actions ont été achetées à 14,38. Ce qui va être bien utile quand tu vas les revendre. Justement, c'est ce qui arrive. La quatrième transaction, c'est la vente. Donc, je vends 150 actions à 30 piastres, ça fait 4500. Je retranche mes frais de courtage, moins 500.
et je dois prendre mon PBR. Donc, sur 650 actions, j'en vends 150. C'est quoi le PBR de ces 150-là? Ben, c'est le PBR moyen. On n'a même pas besoin de se demander lesquelles 150 as-tu vendu. Si tu les premières t'as acheté, si tu celles du milieu, si tu les dernières t'as acheté, on s'en fout. Ils ont toutes le même PBR moyen. Fait que tu sors 150 actions au PBR moyen de 14,38 et c'est comme ça que tu calcules ton gain capital. Les courtiers, sur leur relevé, seraient supposés de faire un état un peu de ça, là, le PBR moyen. Mais en bout de ligne, c'est la responsabilité de l'investisseur de bien calculer son PBR sur son portefeuille d'actions. On va pour ça? Transaction sur option. Je vais vous montrer un exemple où on a un investisseur qui vend des options d'achat d'actions. C'est un bien très compliqué au niveau financier. Là. Même moi, je ne m'avancerai pas pour vous expliquer c'est quoi des options d'achat ou des options de vente. Mais vous savez que sur les marchés financiers, on peut transiger des biens comme des actions. On peut transiger à peu près n'importe quoi sur les marchés. On peut transiger du pétrole, des devises. On peut transiger, il y a des gens qui transigent de l'immobilier, il y en a d'autres, c'est de la nourriture pour des troupeaux. Il y a n'importe quoi se transige sur les marchés. Puis, il y a des gens qui, au lieu d'acheter un bien directement sur les marchés, vont préférer acheter une option d'achat. Donc, imaginez, moi, que je suis propriétaire d'un troupeau, puis j'ai besoin d'acheter, moi, je connais rien là-dedans, là, mais des milliers de poches de blé à chaque mois pour nourrir mon troupeau. J'ai deux options. J'ai deux choix. Je peux à chaque mois aller faire un achat sur le marché boursier du blé, puis acheter les poches de blé que j'ai besoin. Ça fait des lunes que ça existe. Là. Je fais des cours d'histoire avec mes enfants, puis dans le temps, c'était même ça marchait. Tu avais besoin de blé, tu achetais du blé. L'autre option, parce que nos marchés se sont raffinés un petit peu, l'autre choix plutôt, je pourrais acheter, au lieu d'acheter des poches de blé, je pourrais acheter une option d'achat sur des poches de blé. M'acheter un petit bout de papier à l'avance qui prédéterminerait à quel prix je vais pouvoir acheter mes poches de blé dans le futur. Pourquoi, qui aurait avantage à transiger une option d'achat sur quelque chose plutôt qu'acheter le quelque chose directement? On peut remplacer blé par immeuble, par pétrole, par des options d'achat, il y en a sur n'importe quoi. Comme sur les marchés, on peut acheter n'importe quoi, y compris des actions. Donc, je repose ma question, j'ai deux réponses en tête. Quel type de contribuable serait intéressé logiquement à, plutôt qu'à s'acheter du blé, si on reprend notre exemple, directement sur les marchés à chaque mois, plutôt passer par le choix d'acheter une option d'achat sur du blé? Ça serait un transformateur plus qu'une cause potentielle. Ben exact. Le premier objectif de ces gens-là, c'est de se prémunir contre une variation des prix. Le problème, quand tu achètes ton blé directement sur le marché à chaque mois, tu ne sais pas combien tu vas payer. Si la poche de blé coûte cher, ça te coûte très cher. Si le prix diminue, ça coûte moins cher. Fait qu'il y a des gens qui veulent tout simplement se prémunir contre cette variation-là, puis fixer leur prix pour un certain nombre de mois. Fait que si on achète une option d'achat qui nous dit la poche de blé pour les 8 prochains mois, ça va être 50 pièces le kilo, par exemple, 50 pièces la livre, ben tu es sûr que c'est ça pendant 8 mois. Fait que dans le futur, si la variation de la poche de blé sur les marchés ne devrait pas t'affecter parce que tu as une option qui te permet de connaître ton prix d'achat pour les prochains mois. Honnêtement, cette personne-là, moi, je pense qu'elle ne fait pas ça pour sauver de l'argent. Parce que, honnêtement, là, vous me direz si je me trompe, là, lui, il ne connaît rien au marché. C'est un gars qui coupe du blé dans les champs. Il sait-tu dans les 8 prochains mois comment ça va évoluer les marchés? Ça va-tu monter? Ça va-tu diminuer? Il n'en a aucune idée. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est tough de gérer sa trésorerie. Ça ferait bien si ça serait fixé. C'est tout. Comme de fait, dans les 8 prochains mois, ça se peut que le marché du blé chute, puis qu'il se morde les doigts en tabarouette d'avoir acheté une option à 50 quand ça chute à 20, puis à 22, puis à 20, puis à 18 piastres au lieu de 50. Mais à l'inverse, vous comprenez, il n'est pas là pour, il se dit pas, j'ai-tu bien fait, j'ai-tu pas bien fait. Ce qu'il voulait, c'était fixer son prix. Moi, je pense qu'il y a des utilisateurs qui c'est ça leur objectif. J'ai une autre réponse à ma question, qui n'ont rien à voir avec des gars dans un camion qui coupe du blé. Qui aurait intérêt, comme deuxième réponse, d'après vous, à acheter des options d'achat sur du blé? Est-ce qu'un gars en cravate dans un bureau de New York
pourrait s'intéresser à la valeur d'une option d'achat sur du blé. Il n'est pas dans un camion en train de couper du blé, le gars, là. Il est dans une tour dans une compagnie de finance en haut à New York. Bien sûr. Ma deuxième réponse, c'est les investisseurs. Un investisseur peut très bien, puis s'intéresse, appelons-le même le spéculateur, s'intéresse assurément à ces biens-là qui sont des options d'achat. Options d'achat sur quoi? Je ne sais même pas. C'est quoi j'achète un matin? Option d'achat sur. Tu peux acheter une option d'achat sur des couches, sur du blé, sur du pétrole. Il s'en fout. Parce que pourquoi il achète ça? Est-ce qu'il veut le blé, lui, à 50$ le kilo? Pas en tout. Tout ce qu'il veut, c'est acheter une option, puis espérer de la revendre plus cher, son option. Et pourquoi il transigerait une option plutôt que transiger directement les stocks sur les marchés? Quel est pour un spéculateur, quel est l'intérêt de transiger une option d'achat de poche de blé, si on présume qu'on peut faire un profit avec ça, plutôt que transiger la poche de blé directement et faire un profit? Le coût est moins élevé. La volatilité. Quand une poche de blé se transige 50, je dis n'importe quel chiffre, vous devinez que j'ai aucune idée de la valeur des poches de blé sur les marchés. Quand une poche de blé se transige 50, puis que tu en achètes une, puis que la poche de blé monte à 52, tu t'es enrichi de combien? 2 piastres. Imaginez qu'à la place d'acheter une poche de blé, tu as acheté une option d'achat qui donne le droit de transiger des poches de blé. Cette option-là, tu l'as payé combien? Ça peut être, je sais pas moi, 3 piastres. Ça coûte pas cher une option. Imaginez que la poche de blé prend 2 piastres de valeur. Combien va prendre de valeur le petit bout de papier que vous venez d'acheter? 2 piastres. L'option vaut 5. C'est-tu la même chose? 2 piastres de profit sur un investissement de 50? Puis 2 piastres de profit sur un investissement de 3 piastres? Pas le même taux de rendement, hein? Faites le taux. 2 sur 50, c'est un rendement de quelque chose. 2 sur 3, tabarouette, on a quasiment fait 100% de rendement. C'est très volatile, l'option. Mais ça va dans les deux sens. Tu peux perdre aussi. Si ta poche de blé perd de valeur, tu perds moins vite avec des poches de blé qu'avec une option. Parce que vous voyez que si ça diminue le prix de l'option, ton 3 piastres, tu peux le perdre très rapidement. Donc l'option, elle est très volatile parce qu'elle est directement reliée, dollar pour dollar, avec le prix de transaction de la marchandise. Mais des spéculateurs, ça les fait baver, ça, parce qu'il y a un potentiel de profit très, très rapide. Mais ça va dans les deux sens. Donc ça, c'est ma mise en contexte. Je n'en parlerai pas plus au niveau financier. J'ai des étudiants en finance devant la classe, fait que je ne m'avancerai pas plus que ça. Mais c'est un monde en soi, c'est super palpitant. Moi, je vais vous parler des conséquences fiscales. Fait qu'on va aller voir une transaction de quelqu'un qui transige une telle option pour aller voir c'est quoi les conséquences fiscales pour lui dans son rapport d'impôt. D'accord? Donc, on va à la page 228. Il faut bien comprendre les trois... Il y a une ligne de temps ici, là. Bien prendre connaissance des 3 moments importants dans le temps, dans la vie d'une option. L'émission de l'option, son exercice, son expiration ou sa revente de l'option, et finalement, la revente du bien que tu ne te serais pas procuré le cas échéant si tu avais exercé les options. Ce que ça veut illustrer, cette ligne de temps-là, c'est que au moment où quelqu'un émet une option, il y a des conséquences fiscales. Et pour celui qui émet l'option, et pour celui qui l'achète. Une fois qu'une option est émise, donc si moi, je vends un bout de papier à mon investisseur ici, là, ou à mon fermier, peu importe qui il est, s'il m'achète des options d'achat sur du blé, il peut faire 3 choses avec son petit bout de papier. Regardez, on va te le donner, le petit bout de papier est ici, là. Ça, est ici l'option. Il me l'a acheté 3 piastres. Voilà, il est propriétaire d'une option qui lui donne le droit d'acheter du blé à 50$ pendant plusieurs mois. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce bout de papier-là, lui? 3 réponses possibles. 1, 2, 3. 1, il peut l'exercer. Vous savez ce que c'est, exercer une option? C'est de dire, hey, ça m'intéresse, moi, les poches de blé, finalement. Donc, tu décides de te prévaloir du privilège qui est écrit sur ton option et tu t'achètes des poches de blé à 50$. Je t'avertis que si tu es à New York, il va falloir que je vais te les livrer, les poches de blé. C'est vraiment vrai. Tu vas devenir propriétaire des poches de blé. Fait que les gens à New York, pas sûr qu'ils vont faire ça. Le fermier, peut-être qu'il va le faire. Deuxième possibilité, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec le bout de papier? Il pourrait le vendre. Si le bout de papier, il l'achète 3 piastres, puis il est capable de le revendre 4, pourquoi pas? On se fout des poches de blé, un profit sur un bout de papier. Le spéculateur va être bien content. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, ils ne sont pas en ordre, là, mais peu importe.
Il y a une expiration là-dessus. L'option lui dit qu'il peut acheter du blé à 50$ la poche pendant 8 mois. Imaginez qu'il reste les bras croisés pendant 8 mois puis qu'il ne fait rien. Au bout de 8 mois, ce papier-là n'a plus aucune valeur, disparaît. Arrive à échéance. Ça peut arriver aussi. Qu'est-ce qui expliquerait qu'il est resté les bras croisés pendant 8 mois avec son bout de papier et qu'il n'a rien fait? Si tu achètes une option qui donne le droit d'acheter du blé à 50$ puis que les marchés chutent, puis que n'importe quel fermier peut aller à la bourse acheter du blé à 48$, tu vas-tu brandir ton privilège en disant hey, « moi, je peux acheter à 50$ quand les marchés s'est rendu à 48$? » Tu vas dire « Oh merde, pourquoi j'ai acheté ça? » Tu vas mettre ça dans ta colonne perte. Là. Tu vas dire « mauvais achat », tu vas acheter ça, puis tu vas aller sur les marchés acheter des poches de blé à 48$ comme tout le monde. Donc ça se peut que ton pari soit pas gagnant, bien sûr, avec cette option-là. Fait que c'est les trois possibilités, et vous voyez les conséquences reliées à ça. Donc je vous le montre avec un exemple, là. Je ne vous lis pas en détail tout ce qui est écrit là. C'est beaucoup plus visuel. Donc, on va faire l'exemple de quelqu'un un vendeur qui s'appelle José, puis un acheteur qui s'appelle Sakou. Rien à voir avec José Théodore et Sakou Koivu. Et tout hasard et c'est quoi qu'ils disent dans les émissions, là? Tout ressemblance avec des gens de la vie réelle est le fruit du hasard. Donc, et là, ces gens-là, ils transigent des options. Ils transigent 100 options, des options d'achat d'actions. C'est des options qui donnent le droit d'acheter des actions de la compagnie BCE, belle compagnie Enterprise, au prix de 30$ l'action, dans la fenêtre 1er avril, 1er juillet. 3 mois. Des options, d'habitude, ça dure 3 mois. Je ne me trompe pas. L'option, elle donne le droit d'acheter des actions 4$ chacune. Donc, je vais vous la dessiner ici, l'option. C'est un bout de papier. C'est écrit, vous pouvez vous acheter une action ordinaire de BCE au prix de 30$ et c'est valide du 1er avril jusqu'au 1er juillet. Je lis ce bout de papier-là ici. Tu me le redonnes? Je l'ai. José, il a décidé de vendre ça à Sakou. Combien ça vaut, vous pensez, dans mon exemple hypothétique, là, combien ça vaut sur un bout de papier qui donne le droit d'acheter des actions de BCE à 30$ l'action? Si je veux vendre ça à quelqu'un, là, combien ça se vend, vous pensez? Pourquoi? Ça vaut au moins 23$? Ah, tu le sais qu'il est à 53$? Moi, je ne savais pas quand j'écrivais. Donc, pour répondre à cette question-là, qu'est-ce qu'il faut savoir, justement, que toi, tu sais et que moi, je ne sais pas? Qu'est-ce qu'il faut savoir si on veut savoir le prix d'une option d'achat sur BCE? Il faut toujours bien savoir comment se transige BCE à la bourse. Donc, c'est bien. Pourquoi il m'achèterait ça, lui, s'il n'a aucune idée comment BCE se transige à la bourse? Donc, il faut avoir cette information-là. Donc, dans mon exemple, c'est pas écrit, mais j'ai le feeling, comme ça, là, j'ai un feeling que BCE à la bourse, quand on ouvre le journal ou on va sur Internet, c'est à peu près 34$. Voyons. Qu'est-ce qui me fait dire ça, que BCE, à ce moment-là, se transige à peu près 34$ à la bourse? Parce que, sur les marchés, les gens sont indifférents. Le point d'indifférence, c'est un investisseur dit « je peux acheter du BCE à 34$ à la bourse », ou l'autre chemin que je peux prendre, c'est en 2 étapes. D'une part, décaisser 4$ pour un bout de papier. Et une fois que je suis propriétaire du bout de papier, combien il faut décaisser pour avoir BCE? 30. Donc, le point d'indifférence, c'est que tu achètes à 34$ sur les marchés ou tu y vas en 2 étapes. Tu décaisses 4 pour un bout de papier, puis après, tu décaisses 30 pour avoir du BCE. Fait que ça me dit qu'il est à peu près là, le point d'indifférence. Ça, on parle finance, on ne parle pas fiscalité. Donc, vous voyez que mon bout de papier se transige 4$. On va aller voir les conséquences au moment de l'émission. Quels sont l'impact pour celui qui vend l'option et pour celui qui l'achète? Donc, c'est à coup, celui qui me vend, je déparle ici.
le vendeur, c'est pas Sakou, c'est José. Donc, le vendeur, il va vendre... Moi, je vends mon bout de papier à mon petit ami ici. J'en vends 100. Puis lui, il me donne 100 fois 4 piastres. Fait qu'il me donne 400 piastres. Fait que moi, José, j'encaisse 400 piastres pour des options que j'ai émises. Ces options-là m'ont rien coûté, là, c'est moi qui les émets. Fait que moi, je m'enrichis de 400 $. Je dois m'imposer sur un gain capital de 400. Qu'est-ce qui arrive pour Sakou? Lui, il a un PBR de 400 piastres dans le bout de papier qu'il vient de s'acheter. Qu'est-ce qui va se passer? 3 situations possibles. On en a parlé. On commence par les plus faciles. 3 situations possibles. Toi, t'es Sakou, ça ne te dérange pas? Tu vas jouer le rôle de Sakou. Imaginez que l'action de BCE, qui valait 34, monte de 50 cents à la bourse. 34,50. Si l'action vaut 34,50 maintenant, combien vaut ce bout de papier-là? Il valait 4 tantôt. L'action prend 50 cents, le bout de papier prend 50 cents. Ce bout de papier-là vaut maintenant 4,50 en 24 heures. C'est pas pire, hein? 50 cents de profit sur 4 piastres. C'est quoi ça comme taux de rendement en 24 heures? Phénoménal. Hein? On n'aura pas assez de zéro pour faire le taux de rendement d'un taux de 50 cents sur 4 piastres en 24 heures. Annualiser ça, ce taux de rendement-là, si je faisais ça tous les jours, c'est phénoménal. Il vient de faire 50 cents de profit sur son 4 piastres en 24 heures. Qu'est-ce qu'il fait avec les options? Disons, il les vend. Troisième scénario dans le bas. Donc, Sakou dit, moi, je vais vendre mes options. Je vais les vendre 450. Elle m'avait coûté 400. Je fais un gain capital de 50 piastres. Hey, en une journée, là. Ça aurait pu être le contraire, bien sûr. Ça change-tu quelque chose pour moi? Moi qui ai vendu ces options, moi qui les ai émis, ces options-là, qui a encaissé 400, ça change-tu quelque chose pour moi? Qui les revende à quelqu'un d'autre à profit? Pas du tout. Pour moi, le vendeur, ça ne change absolument rien. J'ai déjà reçu mon argent, j'ai déjà été imposé. Deuxième scénario possible. Un peu moins rose, OK? Je t'avertis. Bombardier en 24... Pas bon, BCE. En 24 heures, chute de 34, pouf, à 29. Instantanément, de 34 piastres à 29, l'action sur le marché BCE. Lui, il est tout content. Hey, j'ai payé 4 piastres pour avoir un bout de papier qui me donne le privilège d'acheter des BCE à 30. Puis le marché vient de s'effondrer, puis n'importe qui peut acheter à 29 sur les marchés. Il va faire quoi avec son bout de papier? Il va mettre ça aux poubelles. Il va attendre jusqu'au 1er juillet, mais rendu au 1er juillet, si ça n'a pas changé, qu'on est toujours avec une action qui se transige en bas de 30, mauvais pari. Il aurait pu gagner son pari, ça donne qu'il l'aura perdu, il ne fera rien avec l'option. Donc, elle va arriver à expiration. Donc, qui dit expiration d'un bien dit, quand un bien arrive à expiration, au niveau fiscal, on est réputé l'avoir disposé pour 0. Donc, disposition à 0 au moment de l'expiration, perte en capital de 400 piastres. Ça change-tu quelque chose pour moi, José? Moi, j'ai encaissé 400 piastres à l'époque, je me suis imposé, je m'en fous qu'elle arrive à expiration. Dernière possibilité, qu'est-ce qu'il peut faire avec l'option? À part la vente à profit, à part la laisser mourir à expiration. Troisième possibilité, il peut acheter l'action qui est prévue, il peut l'exercer. Troisième possibilité, il va dire « Hey, moi, ça m'intéresse, des actions de BCE à 30 piastres, donc je vais les exercer. » Donc, mon collègue va décaisser. Lui, il va décaisser 30 $ pour aller s'acheter des actions de BCE. Donc, il va décaisser 30 $ pour aller s'acheter des actions de BCE. Donc maintenant, il n'est plus propriétaire d'options. Une fois que tu exerces l'option, tu les as plus. Tu es propriétaire d'un nouveau bien, par exemple. Il est propriétaire de quel bien? Les actions sont ici. Il est maintenant propriétaire d'actions de BCE. Il a ça dans son portefeuille. Il faut coller un PBR à ça. Combien ces actions-là lui ont coûté, à mon ami? Non.
Au total, il a fait 2 chèques, lui. Il a fait un chèque de 4 piastres au début pour avoir le bout de papier. Et après, il a fait un chèque de 30 piastres pour avoir les actions. Donc, son chèque est de combien combiné? 34. Donc, pour acheter une action, il a dû acheter un bout de papier 4 piastres plus un autre décaissement de 30. Donc, les actions ont un PBR global qui englobe ces deux valeurs-là. Donc, les actions ont un PBR de 3400, qui est le 400 $ au début pour avoir le bout de papier, plus le 3000 payé pour avoir les actions. Moi, le vendeur, est-ce que ça m'affecte qu'ils disent « Hey, j'exerce mes options, je veux des actions de BCE à 30$. » Moi, le vendeur, est-ce que ça m'affecte? Oui. Oui. Quand j'émets une option d'achat, je garantis de livrer l'action au prix promis. Qui va lui livrer des actions de BCE à 30$? Qui va lui livrer ça? Sur le marché, c'est rendu à 35, 36, 37, 38. Qui va lui livrer ça à 30$? C'est moi qui l'ai promis sur le bout de papier. Donc moi, je vais lui livrer des actions au prix promis. C'était mon engagement. Donc moi, je vais avoir un produit de disposition pour des actions que je vais lui livrer. Combien j'ai reçu, moi, en argent pour livrer ces actions-là? Je vous ai dit, j'ai reçu 2 chèques. On l'a dit tout à l'heure. Lui, il a fait 2 chèques, puis c'était moi qui les ai fait, ces chèques-là. Le premier chèque qu'il m'a fait, c'était combien? Il m'a donné 400 pour recevoir un bout de papier. Ensuite, qu'est-ce qu'il m'a donné? 3000 pour que je lui livre des actions de BCE. Donc, il m'a donné 3400. Donc, moi, le vendeur, j'ai 3400 de produits de disposition pour les actions que je vais livrer. Dans l'énoncé, c'est écrit que moi, j'avais dans mes actions, j'avais dans mon portefeuille ces actions-là avec un coût de 2500. Ça, on peut pas, c'est un chiffre qui est dans l'énoncé. Donc, je vais devoir, moi, le vendeur, assumer un gain de 900$ pour la livraison de ces actions-là, pour la vente de ces actions-là. Donc voilà, il faut juste garder en tête les étapes. L'émission, c'est une chose, puis une fois qu'une option est émise, rappelez-vous qu'il y a 3 finalités possibles, mettez-vous des chiffres. Il faut être capable de bien réagir à 3 situations. 1, je répète, je récapitule. 1, SACU revend les options. 2, SACU les garde jusqu'à expiration. Ou 3, SACU exerce les options pour s'acheter des actions. Et on a les conséquences. Elle me dit, c'est compliqué. Non, c'est parce que vous êtes fatigué. Faites ça à tête reposée. J'ai tout simplement suivi l'argent. Si tu es mêlé là-dedans, c'est pas à cause de la fiscalité. C'est parce que tu ne comprends pas ce qui se passe au niveau financier. Moi, j'ai juste suivi l'argent. La fiscalité a suivi l'argent. Quand quelqu'un a encaissé 400, il s'est imposé sur 400. Quand quelqu'un a décaissé 400, il a eu un PBR de 400. Si quelqu'un a décaissé et 400 et 3000, ben, il y a un PBR de 3400. J'ai juste suivi l'argent. Quand les gens me disent que c'est compliqué, c'est l'aspect financier qui est compliqué. Je peux l'admettre. Mais la fiscalité colle parfaitement au déplacement d'argent dans ces exemples-là. Des questions? Soyez bien à l'aise. Je vais arrêter là pour la pause.